Est-ce que c'est l'instinct qui vous a fait penser que votre enfant était en danger? Je pense que oui, c'est de l'instinct, mais c'est pas là où s'est manifesté mon vrai instinct maternel. C'était un instinct à la base. Effectivement, j'ai senti tout de suite qu'il était arrivé quelque chose à mon fils. Il y avait une espèce de silence qui pesait sur la maison. Il y avait quelque chose de pas normal, mais c'était, ça a duré 30 secondes. Donc normalement, 30 secondes sans bruit, c'est normal. Là, il y avait quelque chose qui se passait, qui n'allait pas. Donc c'est pour ça que je me suis toujours tout de suite précipitée vers ces endroits que je savais dangereux. Il y avait une vieille piscine désaffectée avec des eaux. C'était chez des amis, hein? Ouais. Chez des amis, oui, je ne connaissais pas en fait. Ouais. Je savais qu'il y avait une vieille piscine désaffectée, donc l'eau était complètement trouble et noire. Et puis il y avait une petite mare juste à côté. Et j'ai cherché d'abord dans la piscine. Vous avez plongé dans la piscine? Je savais qu'il était arrivé quelque chose, je ne savais pas quoi, mais j'ai plongé dans la piscine, j'ai cherché dans la piscine pendant au moins un quart d'heure. Et en fait, quand je suis ressortie de la piscine, il y avait la mare à côté, j'ai vu la petite raquette de tennis qu'il avait à la main au moment de son accident, qui était remontée à la surface, et là j'ai compris. Vous avez plongé dans la mare? J'ai plongé dans la mare, oui. Vous avez sorti votre fils qui était inanimé? Qui était, oui, inanimé. Enfin, 20 minutes d'inconscience qui ont lui laissé des séquelles à vie. Depuis 6 ans, vous battez à ses côtés pour le stimuler toujours, pour l'amener à plus d'indépendance. Pour un enfant qu'on annonçait définitivement végétatif à l'époque, ses progrès, vous allez le voir dans le reportage, sont étonnants. Un reportage de Sabrina Obadia et de Ludovic Fortin pour voir comment vous, votre époux et ces 30 personnes se relaient pour tirer le petit Hugues vers la vie. Non, on se met à genoux, on se met à genoux. Maman se met à genoux. Hugues, tu viens? Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. À toi, Hugues. Notre Père, qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Merci, petit Jésus, pour la bonne journée. Guérissez Hugues et bénissez Hugues. Papa, maman, Marguerite, la petite Chippy. Très, très grand. Hugues avait 2 ans lorsqu'il s'est noyé dans une mare. Il est resté inanimé 20 minutes avant qu'une infirmière ne lui fasse un massage cardiaque et puisse le ramener à la vie. Au bout de 10 minutes, l'infirmière s'est relevée et m'a dit « Écoutez, madame, ça fait 10 minutes, je crois que c'est pas la peine de continuer. » J'ai refusé cette fatalité, ce choix qu'elle me proposait et je lui dis « Vous continuez, quoi qu'il arrive, vous continuez. » Et je me souviens que j'aurais été capable de la battre, de la frapper jusqu'à ce qu'elle continue sa réanimation. Pour moi, les séquelles étaient accessoires. Je voulais qu'il vive. J'étais prête à tout. Et déjà, je m'en rendais compte. Déjà à ce moment-là, je me rendais compte et j'étais prête à tout pourvu qu'il vive. Suite à l'accident, Hugues est devenu aveugle, il ne marchait pas et ne parlait plus. Constance crée alors une chaîne autour de lui. Chaque soir de la semaine, 30 personnes, toutes bénévoles, se relaient pour sa rééducation. On monte, la jambe droite, on descend, la jambe gauche, on monte, la jambe gauche, on descend. Allez, touchez haut. Allez, c'est les oiseaux. Encore. Et tu sais chanter aussi joyeux anniversaire? Happy birthday to you, c'est ça? Mais oui, encore. To you. Happy birthday to you. Bravo. Parce que c'est mon anniversaire aujourd'hui. Mais oui. C'est le seul souvenir qui me reste du métier que j'exerçais avant l'accident d'Hugues. J'étais avocat, c'est un métier que j'avais toujours voulu faire et que j'exerçais avec passion. Et lorsque Hugues a eu son accident, le choix m'a semblé évident. Et je me suis rendu compte que je n'étais plus du tout concernée par les problèmes que pouvaient avoir mes clients. Ça me paraissait vraiment complètement dérisoire par rapport aux problèmes que moi j'avais. J'étais au cabinet, mais je pensais à mon petit garçon qui m'attendait à l'hôpital. Et je me disais, mais qu'est-ce que je fais là? Ouais. C'est bien. Maman peut faire même encore plus loin, regarde. On peut même chanter, regarde. Tu veux chanter Frère Jacques dans l'eau? Regarde. L'amour qu'on a pour son enfant peut vous transformer, vous donner de la patience, vous donner de l'énergie.
Vous donnez de la volonté alors que vous n'auriez pas eu forcément de nature. Quelqu'un qui a un instinct maternel est capable de tout pour son enfant puisque ça marche à l'instinct. C'est au-delà du raisonnable. L'instinct, ça pose une notion de raisonnable et de rationnel. Donc avec un instinct, on peut aller jusqu'au bout. Et son petit frère, Toto, j'ai une auto. Je l'ai acheté 300 balles chez mon ami Hannibal. Écoute, occasion, route de Lyon. À toi maintenant. Vas-y. Oui, super. J'ai une auto. Eh ben Hugues, allez. Tu peux danser? Est-ce que tu veux danser sur Toto? Oui? Tout le monde que tu danses bien? Non? Né, Mimi, un petit ami, Mimi, et son petit frère, Toto, j'ai une auto. C'est bon, les petits jumeaux dans leur truc. Tu trouves ça joli? Oui. Regarde. Vous avez vu son regard émerveillé? Hein? C'est incroyable. Allez. Un cheval, allez, passe ta jambe, allez. Quoi? Ouais, bravo. Non, regarde, je suis là. Regarde, c'est bien plus facile que le vrai. Regarde, c'est bien plus facile que le vrai. Pour l'instant, il est trop dépendant matériellement de moi, donc c'est entre nous, c'est charnel. C'est de l'instinct charnel. C'est de l'instinct charnel, oui, plus que maternel, ouais. Ouais. Hein? Oui, tu veux quoi? Tu veux monter sur ton poney? Alors, montre-moi comment tu fais. Allez, passe ta patte. Maman! Allez. Tu montes comme les dames? Maman. Oui, t'es un champion, Hugues. N'oublie pas que t'es un champion. Tu n'oublies pas. Regarde. Allez, champion. Maman. Ben oui, maman est là. Je suis là, je me mets là. Depuis 5 ans, date à laquelle Constance a renoncé à tout pour Hugues, elle multiplie les activités pour stimuler en permanence les sens et les capacités motrices de son fils. Dès que je vois un autre enfant de 8 ans, je ne peux pas m'empêcher de comparer. Je ne peux pas m'empêcher de comparer et toujours je me dis ah bah Hugues devrait faire ci, Hugues devrait faire ça. Et puis je me rends compte que l'écart est énorme. Non. Non quoi? Non. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux pas rester avec maman? Oui. Oui, ah bah oui, alors quand même. Regarde. Tu fais attention aux marches, voilà. Très bien. Il y a vraiment un clan dans la famille, ça c'est très net. Ça m'a fait beaucoup de peine au départ parce que c'est vrai que Hugues et Paul avaient 18 mois d'écart, donc j'avais toujours imaginé 2 garçons, 18 mois d'écart, c'est génial. Et en fait, Paul et Marguerite sont beaucoup plus proches l'un d'autre. J'allais pas dire contre Hugues, parce que c'est pas contre lui du tout, mais ils sont tous les deux ensemble dans leur jeu, et Hugues en est un peu exclu. Venez, on va regarder des photos. Quand vous étiez petit, tu vas voir. Mais c'est qui le petit bébé? Eh ben, le petit bébé, justement. Lequel? Tu vas me montrer lequel petit bébé c'est? Celui-là, Ah, qui est sur le grand cheval? Ouais. Là, le tout petit bébé? Oui. Devinez qui c'est? C'est ça. Devine qui c'est? Eh ben oui. Et ça, c'est qui, ce gros pépère, là? Ça, c'est moi. Ouais, ça, je te reconnais bien. Gros pépère? Ouais. Et moi. Et là aussi. Mais t'étais pas née, toi. Tu sais que je m'occupe particulièrement d'Hugues, hein? T'as remarqué que je m'en occupais beaucoup. Et toi, ça t'énerve pas? Ça te rend pas trop jaloux? Non. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Dis-moi ce que t'en penses. Est-ce que t'as l'impression que ta maman t'aime? Je sais pas. T'as pas l'impression que je t'aime? Je sais pas. Et Hugues, je l'aime? Oui. Et pas toi? Je sais pas. Et Marguerite, je l'aime? Je sais pas. Ah bon? Donc j'en aime qu'un seul alors? T'es sûre qu'il y en a qu'un seul que j'aime? Non, mais je sais pas. Marguerite et moi. Et Hugues, tu le sais? Bah oui. J'ai pas effectivement la même relation avec chacun de mes enfants. Bon, d'abord parce qu'ils n'ont pas le même âge. Hugues est effectivement un peu à part et c'est vrai que j'ai une relation très privilégiée avec lui. Mais j'ai une relation aussi privilégiée avec Paul. Je pense que j'ai une relation très forte avec chacun des 3. Ils ont quel âge les deux petits là? Le petit garçon qui s'est exprimé à quel âge?
Pardon? Votre fils qui s'exprimait là, qui dit je sais pas, il a quel âge? Il a 6 ans. 6 ans. Il va prendre une raclée ce soir. Elle m'étonnerait que vous donniez des Non, raclées. je ne l'aimais pas. Ouais, ouais. Et où est-ce que vous puisez la force et l'énergie qui vous anime sans discontinuer depuis maintenant 6 ans? Eh ben, d'abord, grâce à Hugues. C'est d'abord grâce à Hugues parce que vous avez vu son sourire. Il se marre tout le temps, cet enfant. Il a l'air vraiment heureux. Vous pensez qu'il est heureux? Il est vraiment heureux. Alors, ça pas... oui, je pense qu'il est vraiment heureux. Ça se sent, il dort bien, il mange bien, il est gai. Je pense qu'il est vraiment heureux, même s'il ne s'exprime pas. Mais ce sourire qu'il a, que vous voyez aujourd'hui, il ne l'a pas toujours eu. Il l'a pas toujours eu. Il est resté plus d'1 an et demi sans sourire du tout. Et la seule chose que je voulais obtenir au départ, c'était pas il tenait même pas assis. Hein. Il avait perdu l'usage de la vue, il n'y avait plus rien. Et bien, ce que je voulais obtenir, c'était le sourire au départ. C'était ça qui m'importait. Donc, vous voyez maintenant. Le reflet d'un bonheur intérieur. Voilà. Ouais. Et qu'il a retrouvé 2 jours après être sorti d'hôpital. Et entendre vos enfants dire, je ne sais pas si tu nous aimes, maman, mais je sais que tu aimes l'autre. Est-ce que pour vous, ça a à voir avec l'amour ou ça a à voir avec le fait que vous vous occupez plus d'Hugues que des plus petits? Peut-être que je vous tends une perche en disant ce genre. Oui, ça n'a pas à voir avec l'amour, bien sûr que non, parce que le soir justement de ce reportage, j'ai été voir Paul, je lui ai dit, mais alors tu crois vraiment que je t'aime pas? Il me dit, bah oui, tu veux pas que je regarde la télévision avant que je me couche le soir. Il aura sa raclée, c'est il l'aura. Ce combat pour votre fils, en tout cas, a impliqué de nombreux sacrifices, de nombreux choix. Je ne sais pas si Gisèle aurait fait le même choix, vous faisiez la même profession. Avocate, vous avez complètement cessé votre activité d'avocate. Vous le regrettez parfois? Ça vous arrive de le regretter? Ça m'arrive parce que c'est pas tous les jours effectivement drôle à la maison. Là, c'est pareil, effectivement très drôle. Hugues est adorable, très mignon. Parfois c'est un peu lourd, mais je regrette pas parce que je pense que Hugues n'aurait pas pu en arriver là où il en est aujourd'hui si j'avais continué mon travail. Donc je ne regrette pas. J'ai découvert la chaîne de solidarité qui s'est mise en place autour d'Hugues. Donc j'ai découvert des tas de gens, des tas d'émotions qu'on peut ressentir. On a vécu en fait avec toutes ces amies qui m'ont entourée une aventure extraordinaire. Pour moi, c'était une aventure. 30 personnes qu'on a vues bien concernées par ce qui arrive à votre fils. Avec de l'instinct aussi. Avec de l'instinct aussi, vous pensez? Oui, parce qu'on ne savait pas où on allait quand on a commencé. Elles non plus, elles ne savaient pas où elles allaient, on s'engageait. Ça a à voir avec la religion? Non, je ne pense pas, non. Vous pensez, vous? Joël ne l'aurait pas fait pour son mari. Joël, vous ne l'aurez pas fait pour votre mari? De quoi? Ce que madame a fait pour son fils. Je veux dire, est-ce que vous ne seriez pas occupé de lui avec le même dévouement? Je veux dire par là, si, bien sûr que l'instinct maternel n'a rien à voir. On met l'instinct maternel à toutes les sauces. Si on aime quelqu'un, c'est d'amour qu'il s'agit. Voilà, moi je pense que ça, oui. Pourquoi est-ce que le mot vous fait peur? C'est une responsabilité. L'amour, c'est 100 fois au-delà plus de l'amour. fort que Moi, je l'instinct. pense, c'est personnel. L'instinct, c'est les bêtes. Non, moi je pense que c'est vraiment de l'instinct. J'étais très touchée par le témoignage de madame tout à l'heure quand elle disait qu'elle souffrait jusqu'au bout des ongles. Sylvia, oui. C'était une douleur morale, en fait, qui se traduisait par une douleur physique. Et moi, j'ai ressenti ça au moment de l'accident de mon fils aussi. Ce n'était pas de l'amour, c'était bien sûr de l'amour. Mais au-delà de l'amour, c'était instinctif, c'était animal, c'était charnel. Oui, mais on pourrait se dire aussi qu'on somatise cet amour d'une manière ou d'une autre. Bien sûr, chacun voit comme il veut le voilà, voir. Donc Pour moi, personnellement, j'ai ressenti ça comme un instinct. Mais bien sûr, personne... Christine est avec nous et pour témoigner anonymement, c'est le dernier témoignage de cette émission. Bonsoir Christine. Christine, vous nous entendez? Oui, je vous entends. Oui, bonsoir, vous avez un fils de 15 ans qui est atteint d'une maladie rare, ce qui est une première chose. Ça veut dire que les labos n'investissent pas et donc on ne trouve pas de remède. Et une maladie évolutive, pour ne pas dire dégénérescente, des maladies dont on connaît que peu de choses. Cette maladie a été détectée à l'âge de 6 ans. Depuis, l'état de votre fils se dégrade. Peu à peu, vous vous battez vous aussi pour essayer d'atténuer ces souffrances. Une souffrance parfois insupportable, comme vous nous l'avez fait comprendre, qui vous a mené à commettre un geste extrême l'été dernier. Peut-être d'abord en 2 mots, à quoi ressemble la vie de votre fils aujourd'hui, votre fils de 15 ans? La vie de mon fils aujourd'hui est, disons, beaucoup plus paisible qu'il y a quelques mois, parce qu'il a compris vraiment sa maladie et des équipes médicales lui ont enfin expliqué les signes de sa maladie, lui ont fait comprendre qu'il est malade. Il a toute sa tête? Oui, tout à fait. Vous avez commis un geste qui répondait à une pulsion effroyable selon vos propres termes. Oui. Pour citer donc ce que vous nous avez dit en préparant l'émission, qu'est-ce qu'il s'est passé exactement? Il s'est passé que donc Noël est un enfant qui était en pleine forme pendant plusieurs années. Nous avions tout pour être heureux, 2 enfants, Noël et Anne. Une vie merveilleuse, un couple qui s'aime, 2 enfants en parfaite santé. Et à l'âge de 6-7 ans, Noël a présenté des troubles moteurs et les équipes médicales nous ont annoncé que ce n'était pas évolutif, qu'il était né avec un problème
moteur discret au départ, mais en même temps nous ont annoncé qu'il ne pourrait, en étant très intelligent, certainement jamais lire ni écrire. Voilà, Noël s'est battu contre ses difficultés motrices. Il a pu lire et écrire à l'âge de 10 ans. Et c'est un enfant qui s'est vraiment accroché pour, espérant à l'adolescence être comme les autres, enfin intégré, accepté tel qu'il l'était, parce qu'il a subi beaucoup de sévices corporels et de rejet des autres enfants, des garçons. Et nous y croyons tous. Moi, en tant que maman, j'étais vraiment auprès de lui pendant ces 9 années, avec toutes les semaines énormément de rééducation. Et je crois qu'il fallait arriver à le comprendre pour le soutenir. Et il y a 1 an et demi, tout a basculé. À la suite d'un gros choc psychologique, Noël a subi des sévices effroyables, hein, des tortures physiques et morales lors d'un séjour scolaire en Angleterre. Et il a voulu se défenestrer, se suicider. Il avait 14 ans. Et il est revenu en état de choc. Et à la suite de ça, il a fait une poussée effroyable de sa maladie qui détruit son système nerveux. J'ai du mal, excusez-moi. Il avait en réalité une méningite effroyable, une méningite aiguë. Il est l'unique au monde à présenter ces signes, c'est-à-dire en 1 an, sa maladie s'est aggravée. Et nous vivions des moments très difficiles. C'était le choc de penser que nous allions le perdre. Nous perdions. Lui-même réalisait qu'il perdait. Il avait des troubles de la mémoire, des troubles moteurs très importants, des troubles de l'équilibre. C'est très dur pour une mère de vivre cela. Hein. Et je crois qu'on s'est senti très abandonné à ce niveau-là. Je me suis sentie abandonnée par mes parents. Ensuite, je me suis sentie abandonnée par l'équipe médicale. Brutalement en juin, on nous a annoncé sur répondeur à la maison. J'ai trouvé un message un soir en rentrant de mon travail, je travaille à temps partiel, nous annonçant de façon très laconique, voilà, l'intervention pour Noël n'aura pas lieu, nous l'annulons, nous n'avons pas pu la programmer et nous avons donc transféré son dossier médical chez le professeur Y, sans me préciser quel hôpital d'ailleurs. Ça a été un choc violent. Là, ça faisait 5 mois qu'on attendait cette intervention. Noël... Christine, on comprend ce que vous ressentez parfaitement. Dites-nous ce qui s'est passé, ensuite on parlera de ce qui s'est passé par la suite. Ce qui s'est passé, c'est que nous avions prévu 4 semaines de congé avec mon mari pour être présent après l'intervention parce que nous savions que Noël risquait d'être en fauteuil roulant pendant quelques semaines. Et donc, en catastrophe, on a tenté de partir en vacances, 8 jours. On a trouvé une maison pour 8 jours avec nos 2 enfants. Et pendant ces vacances... En fait, nous avons accueilli l'ami qui nous louait cette maison et qui n'a pas supporté de voir notre enfant qui s'était dégradé, qu'elle avait vu quelques mois avant, et qui, en fait, lors d'un petit incident, mon fils n'avait pas pu faire ses tartines, enfin bon, il y a eu un incident dans cette maison où nous l'accueillons, m'a simplement balancé dans la figure. Alors, j'excusais le comportement de mon fils en disant « tu sais qu'il est malade ». Elle m'a dit « mais tout ça, c'est des foutaises, sa maladie a bon dos ». Là, j'ai ressenti une violente gifle. Hein. J'avais l'impression vraiment que plus personne ne comprenait Noël, ne comprenait ce qu'on vivait. Ouais, ni vos parents, ni vos amis, ni personne. Plus personne. Et je l'ai giflé. J'ai giflé cette femme pour laquelle j'avais de l'affection. Donc, nous sommes rentrés dans la région parisienne le même jour. Et dans la soirée, les enfants se sont couchés. Mon mari s'est couché, avait des maux de tête. Et je me suis retrouvée seule, et seule et très très mal. Et surtout ce sentiment, mon fils m'avait dit un jour « mais maman, je suis coupable d'exister ». Ça m'avait bouleversée, parce que pour moi, il est merveilleux, il a son droit d'exister. Et tout ça est remonté, et j'ai perdu la tête en fait en 1 minute. Je ne sais pas comment expliquer, j'étais à la salle de bain. C'est un concours de circonstances, on va dire. La mousse à raser du mari avait débordé dans la mallette de voyage. J'ai voulu nettoyer, j'ai pris un petit sachet poubelle dans les mains et je l'ai secoué. Il avait la taille d'une tête d'enfant. Et à ce moment-là, je me suis dit, mon enfant va rejoindre le ciel. Il ne va plus vivre tout ça, il ne va plus souffrir, il ne va plus subir tout cela. Et je suis allée vers sa chambre pour le supprimer, pour l'envoyer là-haut. Et j'ai retrouvé mon fils endormi, il est grand,
Il a 1m70 maintenant, ce n'est plus un poussin. Hein. Et je revois, là c'est très dur hein, pour moi d'évoquer la scène. Il dormait paisible, je ne sais pas, je n'étais pas moi ou j'étais moi parce que je revois la scène. Et je n'ai pas songé qu'il puisse souffrir, j'ai songé il va s'endormir, il va être libre. Et j'ai commencé cet acte de mettre ce sachet sur son visage. Et là, à ce moment, il respirait avec la bouche entrouverte et c'était horrible. Il y avait le sachet qui était aspiré vers sa bouche et là, je n'ai pas pu. C'était abominable. Là, j'ai eu une sorte de choc électrique. Je me suis dit, mais tu es folle. Je l'aime profondément. Au même moment, il a commencé avec ses mains à vouloir dégager son visage. Il dormait. Il a ressenti, ça, je pense, une suffocation et je l'ai aidé à dégager son visage. Je sais seulement que je lui ai dit des mots d'amour, des mots forts d'amour. Je lui ai dit que je l'aimais. Je crois que je lui ai dit que j'avais voulu qu'il parte au ciel, qu'il soit libéré pour toujours. Et j'ai foncé et je lui ai dit, je vais chercher papa. Je suis très fatiguée, ça ne va pas du tout, je deviens folle, je t'aime. Et j'ai foncé réveiller mon mari. Je sais que je lui ai dit, va rassurer Noël, va lui dire combien je l'aime. C'est monstrueux ce que j'ai fait, il va croire qu'il est de trop. Dis-lui combien je l'aime. Ça, je m'en souviens. Et il sait que vous avez essayé de... Ah oui, tout à fait. Il le sait. C'était l'été dernier, donc ça fait à peu près 6 mois maintenant. Il le sait, on en a reparlé. Vous êtes, madame, aujourd'hui accusée de tentative de meurtre. Oui. Qui a porté plainte? Notre médecin de famille. Notre médecin de famille. C'est-à-dire qu'en fait, dans cette nuit, je ne me souviens pas de la suite, mais mon mari m'a raconté qu'il m'a fait une tisane, tout bravement, pour parler avec moi, pour essayer de comprendre. Et qu'à ce moment-là, je lui ai demandé de l'aide. J'ai dit que j'avais besoin d'aide, que j'étais épuisée, que j'étais au bout du rouleau, que je me sentais un monstre. Et je lui ai demandé d'appeler d'abord la psychothérapeute qui nous voit régulièrement, qui le voit surtout lui, et qui nous voyait parfois en couple, et d'appeler quelqu'un à l'aide, et en lui disant que je ne pourrais pas moi. Je me souviens que mon mari m'a abordée comme une enfant, m'a couchée, m'a fait prendre un petit anxiolytique, et que j'ai dormi. Et le matin de mon réveil, je me souvenais de tout. Et mon fils, j'avais très peur d'aller vers lui, de l'embrasser. Et là, il a été extraordinaire parce qu'il est formidable. Lorsque je l'ai embrassé, il m'a serré un peu le bras en me disant « Dis donc, maman, hein, tâche de dormir plus maintenant, tu es trop fatiguée, je ne veux plus être réveillée une nuit comme ça. Hein. » La plainte a été déposée, madame. Après, la plainte n'a pas été retirée. Hein. La plainte n'a pas été retirée, elle a été déposée le lendemain par ce médecin de famille qui a téléphoné à mon mari pendant que j'étais assoupie sur le canapé à 19 h le soir. Donc, il n'est jamais venu à la maison, hein, je précise. Il a su que je n'avais pas été hospitalisée et il était consterné. Il a déclaré à mon mari au téléphone « Je sais ce qu'il me reste à faire ». Et j'ai su que le lendemain matin, par fax, cet homme a envoyé un fax au procureur de la République en dénonçant donc mon geste. C'est un médecin de famille que vous connaissez depuis combien de temps? Depuis 8 ans. Merci Christine de nous avoir apporté votre témoignage. Quelqu'un veut ajouter quelque chose? Il faut rapidement, il faut qu'on termine l'émission, on est très très loin. Enfin, je fais vraiment un parallèle avec mon expérience personnelle. C'est vrai qu'il y a des moments où on disjoncte complètement, on pète les plombs. Moi, quand j'ai fait la démarche, en étant infirmière, j'ai fait la démarche d'aller trouver l'interne à la clinique pour lui demander de supprimer mon fils. C'est-à-dire que moi, quelque part, je n'avais pas le courage de le faire moi-même, mais j'ai demandé à ce que quelqu'un d'autre le fasse. Bien évidemment, je savais que ça ne pouvait pas se faire. Et heureusement, l'interne a dit, mais je n'ai pas le droit, et ce que j'ai compris. Donc, et puis ensuite, quand mon fils... C'est une pulsion que vous avez connue. Oui, tout à fait. Alors, je comprends complètement son geste, parce que vraiment, il y a vraiment des moments où on pète les plombs, vraiment, on n'est plus sur terre.